Ce soir-là, quand j'ai posé le menu devant lui, j'ai senti mes mains trembler. Pas à cause de sa montre en or, pas à cause de son costume impeccable, mais à cause d'une petite tache brune sur son poignet gauche, une tache identique à la mienne. Quelque chose dans ce regard me disait que ma vie allait basculer, encore une fois. Mais je ne savais pas encore à quel point. Je m'appelle Madeleine Lefebvre, j'ai 60 ans. Et voici comment un simple service au restaurant a réveillé un passé que je croyais enterré pour toujours. Il y a encore 6 mois, j'avais une maison, un jardin avec des rosiers blancs, une cuisine où le café sentait bon le dimanche matin. J'avais un mari, 32 ans de mariage, 32 ans à préparer ses chemises, à écouter ses histoires, à croire que nous vieillirions ensemble. Je m'appelais encore Madeleine Garnier, à l'époque. Je portais une alliance en or blanc. Je faisais mes courses au marché. J'avais des amis qui m'appelaient pour déjeuner. J'avais une vie. Mais surtout, j'avais une petite boîte en bois sur ma table de nuit. Une boîte que ma mère m'avait donnée avant de mourir. À l'intérieur, il y avait des souvenirs d'une époque où j'avais encore une famille. Une photo jaunie. Des visages qui me manquaient. Une vie d'avant. Tout a basculé un mardi de mars. Mon mari est rentré tard. Il sentait un parfum que je ne connaissais pas. Il a posé ses clés sur la table sans me regarder et il a dit, d'une voix plate, « Madeleine, je pars. » 3 mots. 3 mots qui ont détruit 32 ans. Il ne criait pas. Il ne pleurait pas. Il était juste absent, comme si j'étais devenue invisible. Avec qui? J'ai murmuré. Peu importe. Il a pris ses valises, il a vidé le compte bancaire, il a appelé son avocat. En 2 semaines, j'ai tout perdu. La maison était à son nom. L'épargne aussi. Même la voiture. Le juge m'a accordé une pension dérisoire. 350 € par mois. À peine de quoi payer un loyer. J'avais 60 ans. Aucun diplôme. Aucune expérience professionnelle. Je n'avais jamais travaillé. J'avais été une épouse. Une femme au foyer. Une ombre. Alors j'ai fait ce que font les femmes qui n'ont plus rien. J'ai cherché du travail. Et j'ai trouvé une place de serveuse au Relais des Augustins, un restaurant du centre-ville. Les premières semaines ont été humiliantes. J'avais mal aux pieds, mal au dos, mal au cœur. Des clients me parlaient comme si j'étais invisible. D'autres me regardaient avec pitié. Mais je serrais les dents, parce que je n'avais plus le choix. Le jour de mon premier service, j'ai glissé la petite boîte en bois dans mon sac. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me rappeler que j'avais eu une famille, avant. Que j'avais été aimée, autrefois. À l'intérieur, il y avait une photo. Un visage que je n'osais plus regarder trop longtemps. Un souvenir trop douloureux. Mais ce soir-là, cette boîte allait prendre un tout autre sens. C'était un jeudi soir. Le restaurant était plein. Je courais entre les tables, les pieds douloureux, le dos courbé. Et puis, il est entré. Grand, élégant, costume gris anthracite, montre discrète, mais visiblement précieuse. Il avait cette assurance tranquille des hommes qui ont réussi. Le genre d'homme que j'aurais pu croiser dans ma vie d'avant. Quand j'étais encore Madame Garnier. Quand je n'étais pas une serveuse épuisée de 60 ans. Le maître d'hôtel l'a installée près de la fenêtre. Table pour 1. Madeleine, table 8, m'a glissé mon chef. J'ai pris mon carnet. J'ai traversé la salle. Quand je me suis approchée, il feuilletait le menu. Ses mains étaient posées sur la table. Et là, j'ai vu une petite tache brune sur son poignet gauche, exactement comme la mienne. Mon cœur a manqué un battement. Non. C'était juste une coïncidence. Des taches de naissance, il y en a partout, mais quelque chose en moi s'est figé. J'ai posé le menu devant lui en essayant de contrôler mes mains qui tremblaient. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue au Relais des Augustins. Puis-je prendre votre commande ?» Il a levé les yeux. Des yeux gris. Mon sang s'est glacé. Ses yeux, je les connaissais. « Merci, madame. Je vais prendre le saumon, s'il vous plaît. » Sa voix était grave, posée, mais quelque chose dans cette voix. J'ai secoué la tête. J'étais fatiguée, épuisée. Mon esprit me jouait des tours. « Très bien, monsieur. Et pour boire ? Un verre de Sancerre. » Il a souri. Un sourire poli, distant. Mais ce sourire, mon Dieu, ce sourire me rappelait quelqu'un. Quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très, très longtemps. J'ai noté sa commande. Mes mains tremblaient tellement que mon écriture était illisible. « Pardonnez-moi, monsieur, mais avez-vous déjà vécu dans cette ville ?» La question était sortie toute seule. Comme une urgence. Il m'a regardé, surpris. « Non, je viens de Paris. C'est mon premier séjour ici. »« Pourquoi ? » ?»« Pour rien. Excusez-moi. » J'ai reculé. J'ai tourné les talons. Mais en marchant vers la cuisine, j'ai senti son regard sur moi. Et dans ma poitrine, quelque chose s'est réveillé. Une peur, un espoir, un vertige.
Toute la soirée, je l'ai observé du coin de l'œil. Il mangeait lentement. Il regardait par la fenêtre. Il semblait seul. Quand je lui ai apporté son dessert, il m'a remercié avec douceur. « Vous êtes très aimable, madame. C'est mon travail, monsieur. » Il a hésité, puis il a dit « Vous savez, vous me rappelez quelqu'un. » Mon cœur a explosé dans ma poitrine. « Vraiment ? » ?»« Oui, une personne que j'ai perdue il y a longtemps. » Il a baissé les yeux sur son assiette. J'ai voulu lui demander qui. J'ai voulu lui montrer mon poignet. J'ai voulu hurler, mais je suis restée silencieuse. Parce que c'était impossible. Complètement impossible. Ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert la petite boîte en bois. J'ai regardé la photo. Et j'ai pleuré. Parce que cette tache de naissance sur le poignet de cet homme, c'était exactement la même que sur la photo. Parfois, on croise des visages qui réveillent des souvenirs qu'on croyait enfouis. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce frisson étrange face à un inconnu? Racontez-moi dans les commentaires. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond de mon petit studio, les fissures, l'humidité, le papier peint qui se décollait, ma nouvelle vie, 60 ans, serveuse, seule. Mais ce n'était pas ma solitude qui m'empêchait de dormir. C'était cette tache de naissance, ces yeux gris, ce sourire. Vous me rappelez quelqu'un, une personne que j'ai perdue il y a longtemps. J'ai ouvert la boîte en bois pour la 10e fois. La photo était là, jaunie, cornée au bord, mais les visages étaient encore nets. Moi, à 7 ans, robe blanche, cheveux courts, sourire timide. Et lui, 8 ans, chemise bleue, mains dans les poches, ce regard espiègle que je n'ai jamais oublié. Nos poignets levés vers l'appareil photo. 2 taches brunes identiques. Maman avait pris cette photo le jour de son anniversaire. Elle disait toujours « Cette marque, mes chéris, c'est votre lien. Même si un jour la vie vous sépare, vous vous retrouverez. Les âmes liées portent la même étoile. » Je n'avais jamais cru aux signes. Jusqu'à ce soir. Le lendemain, quand je suis arrivée au restaurant, mon chef m'a dit « Madeleine, le client de la table 8 hier soir, il a réservé pour ce soir. Même table. Il a demandé que ce soit vous qui le serviez. » Mon sang s'est figé. Il a demandé « Moi ?» Oui. Il a dit que vous étiez très professionnel. Professionnel. Mon Dieu. Toute la journée, j'ai eu les mains moites, le cœur qui battait trop vite. Je me suis trompée 3 fois dans les commandes. J'ai renversé un verre d'eau. Mon chef m'a regardé bizarrement. « Ça va, Madeleine ?»« Oui, oui, excusez-moi. » Mais non, ça n'allait pas. Parce que j'avais peur. Peur de me tromper. Peur d'espérer. Peur de me ridiculiser. Si c'était lui, pourquoi ne m'avait-il pas reconnu? Pourquoi avait-il changé de nom? Et s'il ne voulait pas qu'on le retrouve? 19h30, il est entré. Même costume, même élégance. Mais ce soir, il semblait différent, plus attentif. Comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Le maître d'hôtel l'a conduit à la table 8. Il s'est assis, et il m'a cherché du regard. Quand nos yeux se sont croisés, il a souri. Pas un sourire poli, un vrai sourire. J'ai traversé la salle en essayant de respirer normalement. « Bonsoir, monsieur. Heureux de vous revoir. »« Bonsoir, madame. Moi aussi. » Il a posé ses mains sur la table, volontairement, comme s'il voulait que je voie. La tache de naissance. « Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi depuis hier soir, » il a dit doucement. « Ah oui? Oui. Vous m'avez demandé si j'avais vécu ici. Et toute la nuit, je me suis demandé pourquoi cette question. Mon cœur cognait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. C'était juste de la curiosité, j'ai murmuré. Je ne crois pas. Il m'a regardé, droit dans les yeux. Je crois que vous m'avez reconnu. Le monde a basculé. Je ne comprends pas, monsieur. Si, vous comprenez très bien. Il a levé son poignet gauche. Cette marque, vous l'avez remarquée? Parce que vous avez la même. J'ai reculé d'un pas. Montrez-moi votre main. Il a dit doucement. Monsieur, je dois prendre votre commande. S'il vous plaît. Sa voix tremblait. Et là, j'ai compris. Il savait. Lentement, j'ai levé ma main gauche. J'ai remonté ma manche. La tache de naissance est apparue. Identique. Nous sommes restés silencieux pendant ce qui m'a semblé une éternité. Autour de nous, le restaurant continuait. Les rires, les conversations, le bruit des couverts. Mais entre nous, il n'y avait plus que le silence. Et 30 ans de questions. « Comment vous appelez-vous » Il a murmuré. « Madeleine. Madeleine Lefebvre. » Il est devenu pâle. « Lefebvre. » Il a répété. Comme, oui, comme la famille Lefebvre qui vivait rue des Acacias, comme la petite Madeleine qui avait un grand frère. J'ai senti les larmes monter. Un grand frère qui s'appelait Julien. Et qui a disparu un soir de novembre 1995. Il a fermé les yeux.
Ses mains tremblaient sur la table. « Mon Dieu !» il a murmuré. « Madeleine, ma petite Madeleine. » Et là, toutes les barrières se sont effondrées. « Julien ?» j'ai chuchoté. « C'est vraiment toi ?» Il a hoché la tête. Les larmes coulaient sur ses joues. « Oui, c'est moi. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parfois, une histoire traverse les frontières et touche des cœurs qu'on n'imaginait pas. Mon chef est venu vers nous. « Madeleine, ça va? Il y a un problème ?» J'ai essuyé mes yeux rapidement. « Non, non, tout va bien. Je prenais juste la commande. »« Bon, dépêche-toi, il y a d'autres tables. » J'ai hoché la tête. Julien m'a regardé avec une tendresse infinie. « Je vais prendre ce que vous me conseillez, » il a dit doucement. « Je reviendrai demain, à la même heure, et cette fois, nous parlerons. Vraiment. »« D'accord. » Ma voix était à peine audible. Il a ajouté, en baissant le ton, « Apporte la photo, s'il te plaît. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Tu te souviens de la photo ? Maman l'avait faite encadrer. Elle l'a gardée dans sa chambre. Après sa mort, j'ai pensé que tu l'avais gardée. Après sa mort, ces mots m'ont transpercé. Tu sais qu'elle est morte ? Oui, je sais beaucoup de choses, Madeleine, mais pas tout. C'est pour ça que je dois te parler. Il a posé sa main sur la mienne. Juste une seconde, puis il l'a retirée. Demain, promis ? Promis. Cette nuit-là, j'ai à peine touché mon dîner. J'ai ouvert la boîte en bois et j'ai regardé la photo pendant des heures. Julien et moi, nos sourires, nos mains levées, nos taches jumelles. J'avais 7 ans sur cette photo. Lui, 8. Je me souvenais de tout. Je me souvenais de nos samedis matins dans le jardin. Julien construisait des cabanes avec des branches. Je faisais semblant d'être une princesse prisonnière. Il venait me sauver avec un bâton en guise d'épée. Je me souvenais de nos dimanches après-midi. Maman nous emmenait au parc. Papa achetait des crêpes au sucre. Julien me donnait toujours la moitié de la sienne parce que je finissais trop vite. Je me souvenais de ses blagues stupides, de sa façon de me tirer les cheveux quand il voulait m'énerver, de sa voix qui me chantait des berceuses quand j'avais peur de l'orage. « N'aie pas peur, Mado. Je suis là. Je serai toujours là. » Mais il n'avait pas été là. Un soir de novembre 1995, Julien est sorti pour acheter du pain. Il avait 17 ans. Il portait son blouson en cuir noir, ses baskets blanches. Il avait embrassé maman sur la joue. « Je reviens dans 10 minutes. » Il n'est jamais revenu. On l'a cherché partout. La police, les voisins, les amis. Papa a placardé des affiches dans toute la ville. Julien Lefebvre, 17 ans, 1,75 m. Cheveux bruns, yeux gris, tache de naissance sur le poignet gauche. Rien. Pendant des mois, maman ne dormait plus. Elle attendait près du téléphone. Elle sursautait à chaque coup de sonnette. Papa s'est mis à boire, à crier, à partir des journées entières sans dire où il allait. Et moi, j'avais 9 ans. Je me réveillais chaque nuit en croyant entendre Julien rentrer. Mais il ne rentrait jamais. 3 ans plus tard, la police a classé l'affaire. Fugue probable, majeure. Plus de recherche possible. Maman est morte 6 mois après. Le cœur, a dit le médecin. Mais moi, je savais. Elle était morte de chagrin. Papa est parti vivre dans le sud. On ne sait plus parler. Il est mort il y a 10 ans. Seul, amer. Et moi, j'ai grandi avec un trou dans la poitrine. Le trou que laisse un frère disparu. Alors j'ai construit une vie. Je me suis mariée. J'ai essayé d'oublier. Mais certaines douleurs ne s'oublient jamais. Le lendemain soir, Julien est arrivé à 19 h précises. Cette fois, il ne portait pas de costume, juste un pull beige et un pantalon sombre. Il avait l'air plus jeune, plus fragile. Il s'est assis à la même table. « Bonsoir, Madeleine. »« Bonsoir. » Mon chef m'a regardé bizarrement. « Tu le connais ? C'est un vieil ami. » Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité non plus. Julien a commandé un plat simple. Moi, j'ai attendu la fin du service comme on attend un verdict. À 22 h, le restaurant a fermé. Mon chef est parti, le cuisinier aussi. Il ne restait que Julien et moi. Je me suis assise en face de lui. J'ai posé la boîte en bois sur la table. Il l'a regardée longuement, puis il l'a ouverte avec des gestes infiniment précautionneux. La photo était là. Il l'a prise entre ses doigts et il a pleuré. « Mon Dieu, regarde-nous. On était si petits. Pourquoi, Julien ?» J'ai murmuré. « Pourquoi tu es parti ?» Il a posé la photo. Il a respiré profondément. « Je n'ai pas fui, Madeleine. On m'a enlevé. Le monde s'est arrêté. »« Quoi ? Ce soir-là, quand je suis sortie pour acheter le pain, une voiture m'a suivi. 2 hommes m'ont attrapé. Ils m'ont mis dans le coffre et ils m'ont emmené. Je ne pouvais plus respirer. Mais pourquoi ? Qui ? Des hommes que papa connaissait. Des dettes de jeu. Des sommes énormes. Ils ont voulu se venger.
Papa savait? Julien a hoché la tête. Il savait. Mais il n'a rien dit. Parce qu'il avait honte. Et peur. Les larmes coulaient sur mes joues. Où t'ont-ils emmené? En Belgique d'abord, puis en Allemagne. Pendant des années, j'ai travaillé pour eux. J'étais mineure. Je ne pouvais rien faire. Et tu n'as jamais pu nous contacter? Non. Ils me surveillaient. Si j'essayais, ils menaçaient de s'en prendre à toi, à maman. Sa voix s'est brisée. J'ai appris la mort de maman 3 ans après. Par hasard. Dans un journal. Il a fermé les yeux. Je n'ai même pas pu aller à son enterrement. Je me suis levée. Je suis venue vers lui. Et pour la première fois en 30 ans, j'ai serré mon frère dans mes bras. Nous avons pleuré. Longtemps. Sans un mot. Parce que certaines douleurs sont trop grandes pour les mots. Nous sommes restés assis dans ce restaurant vide jusqu'à minuit. Julien m'a raconté sa vie. Toutes ces années perdues. Toutes ces années volées. Après l'enlèvement, il a été forcé de travailler pour un réseau de contrebande. Des cigarettes d'abord, puis de l'alcool, des objets volés. Il avait 17 ans. Il ne parlait pas allemand. Il ne connaissait personne. J'ai essayé de m'enfuir 2 fois, il m'a dit. La première fois, ils m'ont rattrapé. La seconde, ils ont menacé de retrouver maman, de s'en prendre à toi. Alors tu es resté? Oui, je suis resté. Pendant 8 ans. 8 ans. J'ai fait le calcul. Il avait 25 ans quand il a pu partir. Comment tu t'es libéré? Il a souri tristement. Le chef du réseau est mort. Crise cardiaque. Après ça, tout s'est effondré. Les hommes se sont dispersés. Certains ont été arrêtés. Moi, j'ai disparu dans la nature. Et après, j'ai vécu comme un fantôme pendant des années, sous de faux noms, de faux papiers. Je changeais de ville tous les 6 mois. Je travaillais au noir, dans des chantiers, des entrepôts, partout où on ne posait pas de questions. Il a baissé les yeux. J'avais trop peur qu'il me retrouve, trop peur de vous mettre en danger. Mais maman était déjà... Je sais. Mais toi, tu étais encore là. Et tant que je ne savais pas si le réseau était complètement démantelé, je ne pouvais pas revenir. J'ai serré sa main. Tu aurais pu m'écrire, m'appeler. Non, pas sans être sûr que tu ne risquais rien. Il a levé les yeux vers moi. Tu es tout ce qui me restait, Madeleine. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis j'ai demandé « Et maintenant? Pourquoi maintenant ?» Il a souri. Un vrai sourire cette fois. Parce que j'ai enfin réussi à retrouver ma vie. Mon vrai nom. Mes vrais papiers. Il m'a fallu 15 ans de procédure, d'avocat, de preuves. Mais l'année dernière, j'ai enfin été officiellement déclarée victime d'enlèvement. Mon identité a été restaurée. Julien Lefebvre. Oui. Même si professionnellement, je garde le nom de Moreau. C'est sous ce nom que j'ai construit ma carrière. Ta carrière? Il a hésité. Après mes années de clandestinité, j'ai commencé à travailler dans l'import-export. J'avais appris l'allemand, le néerlandais, le polonais. Je connaissais les routes, les réseaux. Mais cette fois, légalement, il a souri avec une pointe d'ironie. J'ai transformé ce qu'il m'avait forcé à apprendre en quelque chose d'utile, d'honnête. Et ça a marché, plus que je ne l'aurais imaginé. Aujourd'hui, je dirige une entreprise de logistique internationale. 50 employés. Des bureaux à Paris, Bruxelles et Berlin. Je l'ai regardé, stupéfaite. Mon petit frère, celui qui construisait des cabanes avec des branches, celui qui me chantait des berceuses. Il était devenu un homme d'affaires. Mais tu sais ce qui est drôle? Il a ajouté doucement. Tout cet argent, toute cette réussite, ça n'a jamais comblé le vide. Parce qu'il me manquait l'essentiel. Quoi? Toi, notre famille, nos racines. Il a pris la photo dans la boîte en bois. Pendant toutes ces années, j'ai cherché cette photo partout. Je pensais qu'elle était perdue, que tout était perdu. Je l'ai gardée, toujours, je sais. Et c'est pour ça que je te cherchais. Mon cœur s'est arrêté. Tu me cherchais? Depuis 2 ans. Dès que j'ai récupéré mon identité, j'ai engagé un détective privé pour te retrouver, pour savoir si tu allais bien. Et il a trouvé quoi? Julien a baissé les yeux. Il a trouvé que Madeleine Lefebvre était devenue Madeleine Garnier, que tu t'étais mariée, que tu vivais dans une belle maison près du centre-ville. Il a marqué une pause. Et puis, il y a 3 mois, il a découvert que tu avais divorcé, que tu avais tout perdu, que tu travaillais ici. Les larmes me sont montées aux yeux. Alors tu es venu? Oui, mais je ne savais pas comment t'approcher. Je ne savais pas si tu voudrais me revoir, si tu me pardonnerais de ne pas être revenu plus tôt. Te pardonner? Julien, tu n'as rien fait de mal. J'aurais dû essayer de te contacter. J'aurais dû... Non, tu as fait ce qu'il fallait. Tu m'as protégé. Je me suis levée. J'ai contourné la table. Et je l'ai pris dans mes bras. Tu es revenu. C'est tout ce qui compte.
Il m'a serré fort, comme quand nous étions enfants, comme quand il me rassurait pendant les orages. Je ne te laisserai plus jamais, Mado, plus jamais. Ce soir-là, quand nous sommes sortis du restaurant, Julien m'a raccompagné. Mon petit studio. 5e étage sans ascenseur, papier peint décollé, robinet qui fuit. Il n'a rien dit, mais j'ai vu son regard. C'est temporaire, j'ai murmuré, en attendant de me remettre sur pied. Madeleine, ça va aller, j'ai un travail, un toit. C'est déjà beaucoup. Il a posé sa main sur mon épaule. Tu ne resteras pas ici. Julien, je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié. C'est de la famille. Il a plongé ses yeux dans les miens. J'ai une maison, une grande maison, bien trop grande pour moi seule. Viens vivre avec moi. Mon cœur s'est serré. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être un fardeau. Un fardeau? Madeleine, tu es ma sœur. Tu es la seule famille qui me reste. Tu ne seras jamais un fardeau. Il a pris mes mains dans les siennes. S'il te plaît, laisse-moi prendre soin de toi, comme tu as pris soin de moi quand nous étions petits, comme tu m'as attendu pendant 30 ans. J'ai regardé ses yeux gris, ses yeux que je croyais perdus à jamais, et j'ai hoché la tête. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parfois, je me dis que cette histoire traverse peut-être des océans, touche des cœurs dans des endroits que je n'imaginerais jamais. J'ai démissionné du restaurant le lendemain. Mon chef n'a pas compris. Madeleine, tu es sûre? C'est un bon poste, stable. Je sais, mais j'ai besoin de changement. Comment lui expliquer? Comment dire que j'avais retrouvé mon frère après 30 ans? Que ma vie venait de basculer en une seule soirée? Alors j'ai juste dit merci. Et je suis partie. Julien est venu me chercher le samedi matin, avec une voiture noire élégante. Une de ces voitures qu'on voit dans les magazines. Il a monté mes 3 valises, mes cartons de livres, ma petite boîte en bois que j'ai gardée contre moi sur mes genoux. C'est tout? Il a demandé. J'ai regardé mon studio vide, les murs sales, le papier peint décollé, les 6 mois les plus durs de ma vie. Oui, c'est tout. Il n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. Nous avons roulé pendant 20 minutes, vers les quartiers que je ne connaissais que de loin, les beaux quartiers, ceux où je me promenais autrefois avec mon mari en rêvant d'une maison avec un jardin. Julien s'est arrêté devant un portail en fer forgé. Il a tapé un code. Le portail s'est ouvert et j'ai vu la maison. Une maison blanche, 2 étages, des volets bleus, un jardin avec des arbres, une allée de gravier, des rosiers blancs le long de la façade, des rosiers blancs, comme ceux que j'avais dans mon ancienne maison. Mon Dieu, Julien, bienvenue chez toi, il a dit doucement. Il a ouvert la porte d'entrée. L'intérieur sentait la cire et le bois, du parquet partout, des murs blancs, des meubles élégants mais simples, de la lumière partout. La cuisine est par là, le salon, ici, mon bureau, au fond. Et à l'étage, il y a 4 chambres. Tu peux choisir celle que tu veux. J'ai monté l'escalier comme dans un rêve. J'ai ouvert la première porte. Une chambre immense, un lit king size, des rideaux blancs, une salle de bain privée avec une baignoire. Une baignoire. Je n'avais pas pris de bain depuis 6 mois. Seulement des douches rapides dans mon studio minuscule. Elle te plaît? Julien était derrière moi. Elle est magnifique. J'ai posé ma boîte en bois sur la commode, à côté de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Comme avant, comme dans ma vie d'avant. Madeleine, il a dit doucement, tu es chez toi ici, vraiment chez toi. Je me suis retournée vers lui. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que pendant 30 ans, j'ai rêvé de ce moment. Retrouver ma sœur, pouvoir prendre soin d'elle, rattraper le temps perdu. Il a pris mes mains. Laisse-moi te rendre une partie de ce que la vie t'a volé. Les premières semaines ont été étranges. Je me réveillais dans cette grande chambre et je ne savais plus où j'étais. Je descendais dans cette cuisine magnifique et je me sentais comme une invitée. Julien partait tôt le matin pour son bureau. Il rentrait tard le soir. Mais chaque soir, il frappait à ma porte. « Ça va, Mado ?»« Oui, merci. Tu as besoin de quelque chose ?»« Non, tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien, parce que j'étais heureuse. Et cette joie me faisait peur. J'avais peur qu'elle disparaisse. Comme tout le reste dans ma vie avait disparu. Un soir, Julien m'a trouvée dans le jardin. J'étais assise sur un banc, près des rosiers blancs. « Tu penses à quoi ?» il a demandé. « À tout. À rien. » Il s'est assis à côté de moi. « Tu sais, pendant toutes ces années, je pensais que si je te retrouvais un jour, tu serais heureuse, épanouie, entourée, avec des enfants, peut-être, un mari qui t'aime, une belle vie. » Il a baissé les yeux. Et quand le détective m'a raconté ce qui t'était arrivé, j'ai eu tellement honte. Honte? Pourquoi? Parce que j'aurais dû être là. J'aurais dû te protéger.
J'ai posé ma main sur la sienne. Julien, tu ne pouvais pas savoir. Ton mari, comment il s'appelait? Philippe Garnier. Et il t'a vraiment tout pris? Oui, la maison, l'argent, tout. Pourquoi? J'ai hésité. Parce que cette vérité, je ne l'avais jamais dite à personne. Parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, une femme plus jeune, plus belle, plus vivante. J'ai senti les larmes monter. Il m'a dit que j'étais devenue transparente, que je ne le regardais plus, que je ne souriais plus. Et c'était vrai? J'ai réfléchi longuement. Peut-être, après la disparition de maman, après celle de papa, je crois que j'ai arrêté de vivre. Je survivais, c'est tout. Tu portais notre deuil. Oui, le deuil de notre famille. Nous sommes restés silencieux un long moment. Puis, Julien a dit, « Tu sais ce que je regrette le plus? Quoi? De ne pas avoir été là pour ton mariage, pour tes anniversaires, pour tous ces moments importants. » Il a levé les yeux vers les étoiles. « De ne pas avoir été un grand frère. Mais tu l'as toujours été. » Non, un grand frère, c'est quelqu'un qui protège, qui prévient les chutes, qui attrape sa sœur avant qu'elle ne tombe. Il s'est tourné vers moi. Moi, je suis arrivé après, quand tu étais déjà tombé. J'ai serré sa main. Mais tu m'as relevé. C'est tout aussi important. 1 mois passa, puis 2. Je reprenais des forces. Je reprenais goût à la vie. Je me réveillais sans cette boule d'angoisse dans la poitrine. Julien m'emmenait au restaurant, au cinéma. Nous marchions dans les parcs. Nous parlions pendant des heures, de notre enfance, de maman, de papa, de tout ce temps perdu. Un soir, il est rentré avec un grand sourire. « Madeleine, j'ai une surprise. »« Quoi ?» Il a sorti une enveloppe de sa poche. « J'ai retrouvé quelqu'un. » Mon cœur s'est serré. « Qui? Tu te souviens de Madame Beaumont, notre voisine, rue des Acacias? Madame Beaumont, la dame qui faisait des gâteaux au chocolat? Oui, celle qui te gardait quand maman travaillait. Mon Dieu, elle est encore en vie? Oui, elle a 92 ans. Elle vit dans une maison de retraite, pas loin d'ici. Il m'a tendu l'enveloppe. Je lui ai écrit, pour lui dire qu'on s'était retrouvés. Et elle a répondu. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. L'écriture était fragile, penchée, mais les mots étaient clairs. Mes chers enfants, quelle joie immense d'apprendre que vous êtes réunis. J'ai prié pour ce jour pendant si longtemps. Venez me voir, j'ai tant de choses à vous raconter. Avec toute mon affection, Simone Beaumont. J'ai regardé Julien, les yeux pleins de larmes. Elle veut nous voir. Oui, demain si tu veux. Demain, j'ai murmuré. Oui, demain. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai ouvert la boîte en bois. J'ai regardé la photo de Julien et moi. Et pour la première fois depuis très très longtemps, j'ai souri en la regardant. Pas un sourire triste, un sourire de paix. La maison de retraite sentait la lavande et le désinfectant. Des couloirs blancs, des portes numérotées, des vieux assis dans des fauteuils roulants qui nous regardaient passer avec des yeux vides. J'ai serré le bras de Julien. « Ça va aller », il a murmuré. « Chambre 23. Une infirmière nous a ouvert. Madame Beaumont vous attend. Elle est très émue. Elle a ouvert la porte. Et là, je l'ai vue. Madame Beaumont. 92 ans. Cheveux blancs. Corps fragile. Mais les mêmes yeux bleus pétillants que dans mes souvenirs. Elle était assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Quand elle nous a vus, elle a porté ses mains à sa bouche. Mon Dieu, mes enfants, mes petits-enfants. Nous nous sommes approchés. Je me suis agenouillée devant elle. Julien s'est penché pour l'embrasser. Madame Beaumont, j'ai murmuré. Madeleine, ma petite Madeleine. Elle a pris mon visage entre ses mains tremblantes. Laisse-moi te regarder. Tu as tellement grandi. Tu es devenue une belle femme. Puis elle s'est tournée vers Julien. Et toi, Julien, mon petit Julien. Les larmes coulaient sur ses joues ridées. J'ai cru que je ne vous reverrais jamais. J'ai cru que Dieu m'appellerait avant ce jour. Nous sommes là, Madame Beaumont. Nous sommes là. Elle nous a fait asseoir près d'elle. Elle a pris nos mains dans les siennes. Racontez-moi. Racontez-moi tout. Alors Julien a raconté. L'enlèvement, les années perdues, la clandestinité, la reconstruction. Et finalement, nos retrouvailles. Madame Beaumont écoutait en silence. Parfois, elle hochait la tête. Parfois, elle pleurait. Quand Julien a eu fini, elle a fermé les yeux longuement. Mon pauvre petit, tout ce que tu as enduré. Elle a serré sa main. Mais tu es revenu. C'est tout ce qui compte. Puis elle s'est tournée vers moi. Et toi, ma Madeleine? Julien m'a écrit que tu avais traversé des moments difficiles. Oui, mais ça va mieux maintenant. Ton mari t'a quitté. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Oui, ce n'était pas un homme pour toi. J'ai levé les yeux, surprise. Vous le connaissiez? Non, mais je connais les femmes comme toi. Les femmes qui portent trop de douleur.
Les hommes qui ne savent pas voir cette douleur finissent toujours par partir. Elle a caressé ma main. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Tu n'étais pas guérie. Comment aurais-tu pu aimer quelqu'un alors que ton cœur était encore brisé? Ces mots m'ont transpercé, parce qu'ils étaient vrais. Mais maintenant, elle a ajouté doucement, peut-être que tu peux commencer à guérir, maintenant que ton frère est revenu. Nous avons parlé pendant des heures, de notre enfance, de la maison rue des Acacias, des gâteaux au chocolat, des dimanches après-midi. Vous vous souvenez du jardin? J'ai demandé. Julien construisait des cabanes et je faisais semblant d'être une princesse. Madame Beaumont a souri. Bien sûr que je me souviens. Tu portais toujours cette petite couronne en plastique doré. Ta maman l'avait achetée à la foire. Et Julien avait un bâton qu'il appelait Excalibur. Oui, il disait qu'il était le chevalier de sa petite sœur. Elle nous a regardés avec tendresse. Vous étiez inséparables. Votre maman disait toujours, ces deux-là, ils ont été liés par le ciel. Regardez leurs poignets. 2 étoiles jumelles. Julien et moi avons échangé un regard. Maman croyait vraiment aux signes, j'ai murmuré. Ta maman croyait surtout en l'amour. L'amour entre un frère et une sœur. L'amour d'une famille. Madame Beaumont a marqué une pause. Son visage est devenu plus grave. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Mon cœur s'est serré. Quoi? Elle a respiré profondément. C'est à propos de votre père. Julien s'est raidi à côté de moi. Papa? Qu'est-ce qu'il y a avec papa? Il savait. Il savait quoi? Il savait ce qui allait arriver à Julien. Le silence est tombé comme une chape de plomb. Quoi? J'ai murmuré. Les dettes de jeu. Les hommes qui le menaçaient. Il lui avait dit, si tu ne paies pas, on prendra ton fils. Julien est devenu blanc. Il savait qu'ils allaient m'enlever? Il ne pensait pas qu'ils le feraient vraiment. Il croyait que c'était des menaces, des paroles en l'air. Elle a fermé les yeux. Mais quand tu as disparu, il a compris. Il a compris que c'était sa faute. Pourquoi il n'a rien dit à la police? Pourquoi il n'a pas parlé? Parce qu'ils avaient menacé de s'en prendre à Madeleine si jamais il parlait. Alors il s'est tu, il a laissé la police chercher dans le vide. Il a laissé ta maman se détruire de chagrin. Les larmes coulaient sur mes joues. Maman ne savait rien? Non. Jusqu'à la fin, elle a cru que Julien avait fugué, ou qu'il lui était arrivé un accident. Elle ne savait pas que son mari, qu'il était responsable. Julien s'est levé brusquement. Il marchait de long en large dans la chambre. Tout ce temps, toutes ces années. Et il savait. Il a payé, Julien. Crois-moi, il a payé. On n'a pas assez. Sa voix était dure, amère. Il a détruit notre famille. Il a tué maman. Il m'a volé ma vie. Oui, c'est vrai. Madame Beaumont l'a regardé avec une infinie tristesse. Mais il s'est détruit lui-même aussi. L'alcool, la solitude, la culpabilité. Il est mort seul, rongé par le remords. Elle a marqué une pause. Je suis allé le voir, tu sais, quelques mois avant sa mort. Il habitait un petit studio minable dans le sud. Il buvait, il ne se lavait plus, il avait tout perdu. Bien, j'ai murmuré malgré moi. Madame Beaumont m'a regardé. Non, ma chérie, pas bien, c'était terrible à voir. Parce que malgré tout ce qu'il avait fait, c'était encore un être humain détruit par ses propres erreurs. Elle a pris ma main. Il m'a dit, dites à mes enfants que je suis désolé. Dites-leur que je suis un lâche. Dites-leur que je ne méritais pas leur amour. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Il a dit ça? Oui, et il a pleuré, comme un enfant. Julien s'est rassis. Il avait la tête entre les mains. Je ne sais pas quoi ressentir. Il a murmuré. De la colère, de la pitié, du dégoût. Ressens tout ça, mon petit. C'est normal. C'est humain. Madame Beaumont nous a regardés tous les deux. Mais ne laisse pas la colère te consumer. Ne laisse pas le passé gâcher le présent. Vous vous êtes retrouvés. C'est un miracle. Ne gaspillez pas ce miracle en ressassant ce qui a été. Elle a serré nos mains. Votre père a fait des erreurs terribles, mais il les a payées. Et vous, vous êtes libre maintenant. Libre de construire une nouvelle vie. Ensemble. Quand nous sommes sortis de la maison de retraite, le soleil se couchait. Nous avons marché en silence jusqu'à la voiture. Puis Julien s'est arrêté. Il s'est tourné vers moi. Tu lui pardonnes, papa? J'ai réfléchi longuement. J'ai pensé à ma boîte en bois, à la photo, à nos taches de naissance jumelles. Je ne sais pas. Peut-être, un jour. Moi non plus, je ne sais pas. Il a regardé le ciel. Mais Madame Beaumont a raison. On ne peut pas changer le passé. On peut juste essayer de mieux vivre le présent. Il m'a pris la main. Et toi, tu es mon présent, Mado. Tu es tout ce qui compte. Nous sommes rentrés à la maison en silence, chacun perdu dans ses pensées. Ce soir-là, j'ai ouvert la boîte en bois. J'ai regardé la photo de papa.
celle que je gardais au fond, sous celle de Julien et moi. Papa, jeune, souriant. Avant les dettes, avant les mensonges, avant la chute. Et pour la première fois, j'ai senti autre chose que de la colère. J'ai senti de la tristesse, pour lui, pour nous, pour tout ce qui avait été perdu. 3 mois s'étaient écoulés depuis nos retrouvailles. 3 mois de paix, de rire, de dimanche au jardin, de dîner où nous parlions jusqu'à minuit. J'avais recommencé à vivre. Je me levais le matin sans cette boule d'angoisse. Je souriais quand Julien rentrait du travail. J'avais même repris la peinture, un hobby que j'avais abandonné depuis des années. La maison était devenue notre maison. Le jardin, notre refuge. J'avais l'impression d'avoir retrouvé non seulement mon frère, mais aussi une partie de moi-même. Et puis, un mardi après-midi, on a sonné à la porte. J'étais seule. Julien était à son bureau. Je peignais dans le salon, près de la fenêtre. J'ai ouvert sans me méfier. Et mon sang s'est glacé. Philippe, mon ex-mari, là, devant moi. Il avait vieilli. Des rides profondes autour des yeux, des cheveux gris, mais le même regard froid, la même bouche pincée. Madeleine, sa voix, cette voix que j'avais entendue pendant 32 ans. « Philippe, qu'est-ce que tu fais là? Je peux entrer ?» Non. Il a souri, un sourire mauvais, toujours aussi accueillante à ce que je vois. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a regardé derrière moi, le hall d'entrée, le parquet ciré, l'escalier élégant. Belle maison, très belle maison. Son ton était venimeux. « On dirait que tu t'es bien remise de notre divorce. Ce n'est pas tes affaires. »« Oh que si, c'est tout à fait mes affaires. » Il a sorti une enveloppe de sa poche. « Tu vis avec un homme riche, dans une maison de luxe, alors que moi, je te verse une pension chaque mois. » Mon cœur battait à tout rompre. « Comment tu sais où je vis? J'ai mes sources. On m'a vu te déposer en ville. On m'a donné l'adresse. J'ai fait quelques recherches. » Il a agité l'enveloppe. « Julien Moreau, chef d'entreprise, import-export, patrimoine estimé à plusieurs millions d'euros. » Il m'a regardé avec un mélange de dégoût et de jalousie. « 3 mois après notre divorce, tu te mets en ménage avec un millionnaire. Félicitations, Madeleine. Je ne savais pas que tu avais ça en toi. La colère est montée d'un coup. Tu ne sais rien de ma vie. Je sais que tu n'as plus besoin de ma pension. Tu vis dans le luxe pendant que moi, je me saigne pour te payer 350 € par mois. Tu te saignes, toi? » J'ai éclaté d'un rire amer. « Tu m'as tout pris, Philippe. La maison, l'argent, 32 ans de ma vie. Et tu viens te plaindre de 350 €? C'est la loi. Et maintenant, la loi va changer. » Il m'a tendu l'enveloppe. « Mon avocat va demander la suppression de la pension. Vu que tu vis avec un homme fortuné, tu n'en as plus besoin. » J'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient. « Fais ce que tu veux. Je n'ai jamais voulu de ton argent de toute façon. » « Parfait. Comme ça, on sera quitte. » Il a fait un pas en arrière. Puis il s'est arrêté. « Au fait, ta nouvelle vie, elle va te coûter cher. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je veux dire que les gens parlent. Les voisins, les commerçants. Tout le monde se demande qui est cette femme qui vit avec Monsieur Moreau. » Il a souri méchamment. « Certains disent que c'est sa maîtresse, d'autres que c'est sa domestique. Quelques-uns pensent que c'est une arriviste qui a mis le grappin sur un homme riche et seul. Chaque mot était un coup de couteau. Tu racontes n'importe quoi. Vraiment ? Alors explique-moi. Qui est cet homme pour toi ? C'est... » J'ai hésité, parce que la vérité était trop longue, trop compliquée, trop intime pour être jetée à la face de Philippe. « C'est ma famille. » « Ta famille ? Tu n'as pas de famille. Tes parents sont morts. Ton frère a disparu il y a 30 ans. » « Justement ?» Philippe a froncé les sourcils. « Quoi, justement ? Julien Moreau ? C'est mon frère. Julien Lefebvre. Il a changé de nom. Et on s'est retrouvés. » Philippe m'a regardé comme si j'étais folle. « Ton frère ? Celui qui a disparu ? Oui. Et tu veux que je croie ça ? Je me fiche de ce que tu crois. » Il a éclaté de rire. Un rire dur, cruel. « C'est pathétique, Madeleine, vraiment pathétique. Tu inventes des histoires pour justifier que tu vis avec un homme riche 3 mois après notre divorce. Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Prouve-le. Je n'ai rien à te prouver. » Alors les gens continueront à parler. Ils diront que l'ex-femme de Philippe Garnier est devenue une femme entretenue. Une parasite. Une... « Sors de chez moi. » Ma voix était calme. Trop calme. « Sors de chez moi. Maintenant. » Philippe a reculé, surpris par mon ton. « Tu me jettes dehors ? » « Oui. Cette maison n'est pas la tienne. Cette vie n'est pas la tienne. Tu n'as plus aucun droit sur moi. On verra ce que dira le juge. Le juge dira ce qu'il veut. Mais toi, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. » J'ai fait un pas vers lui. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie forte. Tu m'as abandonnée. Tu m'as humiliée. Tu m'as laissée sans rien.
Et maintenant que je vais mieux, tu reviens pour essayer de me détruire encore ?» J'ai secoué la tête. « Non, c'est fini, Philippe. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. » Il a voulu répliquer. Mais quelque chose dans mes yeux l'a arrêté. Il est parti sans un mot. J'ai refermé la porte et je me suis effondré contre le mur. Mon cœur battait trop vite. Mes mains tremblaient. Mais je ne pleurais pas, parce que j'avais gagné quelque chose. Ma dignité. Quand Julien est rentré le soir, je lui ai tout raconté. Il était furieux. « Il est venu ici, chez nous ?»« Oui. Et il t'a menacé ? Il veut supprimer la pension. Et il répand des rumeurs sur nous. » Julien a serré les poings. « Je vais appeler mon avocat. On va le... » Non. Il m'a regardé, surpris. « Non, Madeleine, il ne peut pas faire ça. Il peut, et c'est son droit. S'il veut arrêter la pension, qu'il le fasse. Je n'en ai pas besoin. Ce n'est pas la question. C'est une question de respect. Le respect, on ne peut pas le forcer, Julien. Soit il l'a, soit il ne l'a pas. Philippe ne m'a jamais respecté. Pourquoi ça changerait maintenant ? Je me suis assise sur le canapé. Laisse-le faire ses procédures. Laisse-le répandre ses rumeurs. Ça ne change rien à la vérité. Quelle vérité ? Que tu es mon frère, que nous sommes une famille, que j'ai enfin retrouvé ma place. Julien s'est assis à côté de moi. Il a pris ma main. Les gens vont parler. Il a dit doucement. Tu en es consciente ? Oui, ça ne te dérange pas. J'ai réfléchi. J'ai pensé à la boîte en bois, à la photo, à nos tâches de naissance. Non, parce que ceux qui comptent savent la vérité. Madame Beaumont sait. Toi, tu sais. Moi, je sais. J'ai levé les yeux vers lui. Le reste, c'est du bruit. Et le bruit finit toujours par se taire. Julien m'a serré dans ses bras. Tu es plus forte que je ne le pensais. Non, je suis juste fatiguée de laisser les autres décider de ma vie. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond. Parce que j'avais compris quelque chose. On ne peut pas contrôler ce que les autres pensent. On ne peut pas les empêcher de parler, de juger, de salir. Mais on peut choisir de ne pas les écouter. On peut choisir de vivre sa vérité, même si elle dérange. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix ce jour-là. Si j'aurais dû me défendre plus, prouver à Philippe que Julien était vraiment mon frère, forcer le respect. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Les semaines qui ont suivi la visite de Philippe ont été étranges. Julien voulait agir, appeler son avocat, publier une annonce dans le journal, prouver au monde entier que nous étions frères et sœurs. Mais moi, je ne voulais rien prouver. Laisse les gens parler, je lui disais. Laisse-les inventer ce qu'ils veulent. Mais Madeleine, ça te blesse. Je le vois. Non. Ce qui me blessait, c'était de vivre dans le mensonge, de faire semblant d'être heureuse avec Philippe, de me taire pour garder la paix. Je l'ai regardé dans les yeux. Maintenant, je vis dans la vérité. Notre vérité. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Mais la vérité, c'est que les rumeurs me blessaient quand même. Quand j'allais au marché, je sentais les regards, les chuchotements, les sourires en coin. C'est elle, celle qui vit avec le millionnaire. 3 mois après son divorce, tu te rends compte ? Elle a bien manœuvré celle-là. Au début, je baissais les yeux. Je me dépêchais de rentrer, je me cachais. Et puis, un matin, quelque chose a changé. J'étais chez le fleuriste. Je choisissais des roses blanches pour le jardin. Une femme est entrée. Une ancienne connaissance de mon mariage avec Philippe. Elle m'a vue. Elle a souri. Un sourire faux. Madeleine, quelle surprise. Bonjour Sylvie. Alors, on m'a dit que tu vivais dans une très belle maison maintenant. Son ton était doucereux, venimeux. Oui, une très belle maison. Avec un homme très aisé, paraît-il. Elle attendait que je me justifie, que je bredouille, que je rougisse. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Je l'ai regardé calmement. Et j'ai dit « oui » avec mon frère, Julien, celui que j'ai retrouvé après 30 ans de séparation. « Ah, ton frère !» Elle ne me croyait pas. C'était évident. « Oui, mon frère. » J'ai pris mes roses, j'ai payé. Et avant de sortir, je me suis retournée vers elle. « Tu sais, Sylvie, pendant des années, j'ai eu peur du jugement des autres, peur de ce qu'on dirait de moi, peur de décevoir, de déranger. » J'ai souri. Mais j'ai compris quelque chose. Les gens qui parlent ne savent rien de ma vie. Ils ne savent pas ce que j'ai traversé, ce que j'ai perdu, ce que j'ai retrouvé. J'ai fait un pas vers la porte. Alors leurs opinions ne comptent pas. Plus du tout. Je suis sortie la tête haute. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Ce soir-là, j'ai raconté la scène à Julien. Il a souri. « Tu vois, tu es plus forte que tu ne le crois. Je ne suis pas forte. Je suis juste fatiguée de me battre contre des fantômes. » Je me suis assise près de lui sur le canapé. « Julien, j'ai pris une décision. » « Laquelle ?»
Je veux faire quelque chose de ma vie, quelque chose qui ait du sens. Tu veux travailler? Oui, mais pas comme serveuse, pas pour l'argent. J'ai hésité. Je veux aider les autres, les femmes comme moi, celles qui ont tout perdu, celles qui ne savent plus qui elles sont. Julien m'a regardé avec tendresse. Tu veux créer une association? Peut-être. Ou juste donner de mon temps. Dans un refuge, dans une maison d'accueil pour femmes. Je ne sais pas encore. Je me suis tournée vers lui. Mais je sais que je ne veux plus être une victime. Je veux être utile. Je veux que ma douleur serve à quelque chose. Ta douleur a déjà servi, Mado. Elle t'a rendue plus humaine, plus vraie. Il a pris ma main. Et si tu veux aider les autres, je t'aiderai. Financièrement, logistiquement, tout ce dont tu auras besoin. 2 semaines plus tard, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre d'accueil pour femmes en difficulté. Des femmes battues, des femmes abandonnées, des femmes seules avec des enfants, des femmes comme j'aurais pu le devenir. Je les écoutais, je leur préparais du café, je leur tenais la main quand elles pleuraient. Et étrangement, en les aidant, c'était moi qui guérissais. Un jour, une jeune femme est arrivée. 28 ans, 2 enfants, un mari qui l'avait mise à la porte après 15 ans de mariage. Elle était assise dans la salle commune, les yeux vides, les mains tremblantes. Je me suis assise à côté d'elle. « Bonjour, je m'appelle Madeleine. » Elle ne m'a pas regardée. « Vous voulez un café? Non. Un thé? Non. Je veux juste que tout ça s'arrête. » Sa voix était brisée. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où aller. J'ai tout perdu. J'ai reconnu cette douleur que j'avais portée pendant 6 mois. Je comprends, j'ai murmuré. Non, vous ne comprenez pas. Elle m'a regardé pour la première fois. Des yeux rougis, des joues creuses. Vous êtes bénévole. Vous êtes venu ici pour aider. Vous avez sûrement une belle vie, un mari, une maison. Vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir 60 ans et de devoir recommencer à zéro. J'ai hésité. Puis j'ai dit, vous avez raison. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir 28 ans et d'être à la rue avec 2 enfants. Je me suis redressée. Mais je sais ce que c'est d'avoir 60 ans et de servir des tables pour survivre. Je sais ce que c'est de vivre dans un studio humide. Je sais ce que c'est de se regarder dans le miroir et de ne plus se reconnaître. Elle m'a fixée, surprise. Vous? Oui, moi. Je lui ai raconté. Mon mariage, mon divorce, ma chute, le restaurant, la solitude, et puis les retrouvailles avec Julien, la maison, la reconstruction. Elle m'a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, elle a murmuré. Alors, il y a de l'espoir? Oui, il y a toujours de l'espoir. J'ai pris sa main. Mais l'espoir ne vient pas tout seul. Il faut le construire. Un jour à la fois, 1 heure à la fois, parfois 1 minute à la fois. Je ne sais pas si j'en suis capable. Moi non plus, je ne le savais pas. Mais j'y suis arrivée. Et vous y arriverez aussi. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai ouvert la boîte en bois. J'ai regardé la photo de Julien et moi, nos sourires d'enfants, nos taches de naissance jumelles, et j'ai compris quelque chose. La vie ne nous donne pas ce qu'on mérite, ni le bien, ni le mal. La vie nous donne des épreuves, et c'est à nous de décider ce qu'on en fait. On peut se laisser détruire, se laisser couler, se laisser étouffer par la colère et l'amertume. Ou on peut choisir de transformer la douleur en force, la perte en don, la chute en sagesse. J'ai choisi la seconde voie, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Julien est entré dans ma chambre. Il m'a vu avec la photo. « Tu sais ce que maman disait toujours ?» Il a murmuré. « Quoi ? Cette marque, c'est votre lien. Même si la vie vous sépare, vous vous retrouverez, parce que les âmes liées sont guidées par le ciel. » Il s'est assis à côté de moi. Elle avait raison. Le ciel nous a guidés l'un vers l'autre, malgré 30 ans, malgré la distance, malgré tout. J'ai posé ma tête sur son épaule. Oui, elle avait raison. Nous sommes restés là, en silence, regardant cette photo, cette preuve que l'amour survit à tout, même au temps, même à la douleur, même à l'absence. 6 mois passèrent, 6 mois de paix, de travail au centre d'accueil, de dîner avec Julien, de dimanche dans le jardin. J'avais trouvé un équilibre, une routine, une vie qui avait du sens. Et puis, un après-midi d'octobre, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. « Allô, Madame Lefebvre ?» Une voix de femme, jeune, hésitante. « Oui, je m'appelle Claire Dubois, je suis avocate. J'ai été contactée par votre ex-mari, Monsieur Philippe Garnier. » Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il veut encore? En fait, il ne veut rien. C'est moi qui vous appelle de ma propre initiative. Elle a marqué une pause. Monsieur Garnier est hospitalisé.
au centre hospitalier universitaire, service de cardiologie. Il n'a personne, aucune famille, aucun ami, et il a demandé à me contacter pour régler ses affaires. Pourquoi vous m'appelez? Parce que vous êtes la seule personne mentionnée dans ces papiers, la seule qu'ils connaissent vraiment. J'ai fermé les yeux. Il va mourir? Les médecins ne savent pas. Il a fait un infarctus il y a 3 jours. Il est stable, mais fragile. Et surtout, il est seul. Elle a hésité. Je sais que ce n'est pas mon rôle. Je sais que vous avez divorcé. Mais je me suis dit que, peut-être, vous aimeriez savoir. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin, les rosiers blancs, la boîte en bois sur ma commode. Philippe, à l'hôpital, seul. Une partie de moi voulait ne rien faire, laisser le karma faire son travail, laisser Philippe récolter ce qu'il avait semé. Mais une autre partie se souvenait de Madame Beaumont. Ne laisse pas la colère te consumer. Julien est rentré ce soir-là. Je lui ai raconté. Tu veux y aller? Il a demandé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ressens? De la colère, de la tristesse, de la pitié, tout en même temps. Je me suis tournée vers lui. Qu'est-ce que je devrais faire? Il n'y a pas de « devrait ». Il n'y a que ce que tu veux faire. Il a posé sa main sur la mienne. Si tu y vas, j'irai avec toi. Si tu n'y vas pas, je comprendrai. C'est ton choix, Mado. Uniquement le tien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Philippe, à nos 32 ans de mariage. Au bon moment, au mauvais. Il y avait eu de l'amour au début. Je m'en souvenais. Des rires, des projets, des promesses. Et puis, peu à peu, tout s'était éteint. Mais était-ce uniquement sa faute? N'avais-je pas été absente aussi, perdue dans mon chagrin, dans le deuil de ma famille disparue? Philippe m'avait reproché d'être transparente, de ne plus le regarder, de ne plus sourire. Et il avait raison. J'avais été une épouse fantôme, physiquement présente, émotionnellement absente. Alors il était parti, cruellement, lâchement, sans ménagement. Mais n'avais-je pas, moi aussi, quitté notre mariage bien avant qu'il ne franchisse la porte? Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je vais y aller. Julien a hoché la tête. Je t'accompagne. Non, j'ai besoin d'y aller seul. Il a compris. L'hôpital sentait le désinfectant et la mort. Des couloirs blancs, des chariots qui grincent, des familles qui pleurent dans les salles d'attente. Chambre 312, service de cardiologie. J'ai frappé doucement. Entrez. Sa voix, faible, éraillée. J'ai ouvert, et je l'ai vu. Philippe, allongé dans un lit d'hôpital, des tuyaux partout, le visage gris, les yeux creusés. Il avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Quand il m'a vu, ses yeux se sont écarquillés. Madeleine. Bonjour Philippe. Je suis restée près de la porte. Je ne savais pas si je devais avancer, m'asseoir, partir. Tu es venu? Il a murmuré. Ton avocate m'a appelé. Je ne lui avais pas demandé. Je sais. Silence. Il me regardait comme s'il voyait un fantôme. Tu es belle. J'ai baissé les yeux. Je portais une robe simple, bleue, des chaussures plates, mes cheveux attachés. Merci. Tu as l'air heureuse. Je le suis. Il a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Je suis content. Vraiment. J'ai avancé d'un pas, puis d'un autre. Je me suis assise sur la chaise près du lit. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe? Il a ouvert les yeux. Il a regardé le plafond. Tout s'est passé. Il a respiré difficilement. Après notre divorce, je me suis installée avec elle, Nathalie, la femme pour qui je t'avais quitté. Et pendant 3 mois, tout était parfait. Elle était jeune, vivante, elle riait, elle dansait, elle me faisait sentir jeune aussi. Il a souri amèrement. Mais c'était une illusion. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait mon argent, ma maison, mon statut. Tu ne t'en étais pas rendu compte? Si, au fond, je le savais. Mais je ne voulais pas le voir. Il a tourné la tête vers moi. Et puis, il y a 4 mois, elle est partie. Pour un homme plus jeune, plus riche, plus... Il n'a pas fini sa phrase. Elle a pris la moitié de mon argent. Mes économies, mes placements. Mon avocat m'a dit qu'elle avait tout prévu. Que je m'étais fait avoir comme un débutant. J'ai ressenti un pincement au cœur. Pas de joie, pas de satisfaction. Juste de la tristesse. Je suis désolée. Pourquoi? Tu devrais être contente? Karma, non? J'ai eu ce que je méritais. Personne ne mérite d'être trahi. Il m'a regardé, surpris. Même moi? Même toi? Silence. Il a fermé les yeux à nouveau. Les larmes coulaient silencieusement. J'ai tout perdu, Madeleine. L'argent, la maison. J'ai dû vendre. J'ai dû déménager dans un petit appartement. Mes amis m'ont tourné le dos. Ils ne m'invitent plus. Ils ne m'appellent plus. Il a serré les draps. Je me suis retrouvée seule,
complètement seule. Et c'est là que j'ai compris. Compris quoi? Ce que je t'avais fait, ce que je t'avais enlevé. Pas l'argent, pas la maison, mais la dignité, le respect, l'amour. Il a ouvert les yeux et m'a regardé. Je t'ai traité comme une chose, comme quelque chose qu'on jette quand on n'en a plus besoin. Sa voix s'est brisée. Et maintenant, je suis celui qu'on a jeté. J'ai senti les larmes monter, pas pour lui, mais pour nous, pour ces deux personnes que nous avions été, pour tout ce qui avait été gâché. Philippe, non, laisse-moi finir. Il a pris une inspiration difficile. Il y a 3 jours, j'étais chez moi, seul. Je regardais la télévision. Et mon cœur a lâché. Il a touché sa poitrine. Je suis tombée. Je ne pouvais plus respirer. J'ai réussi à appeler les pompiers. Mais pendant les minutes où j'attendais, allongée par terre, j'ai pensé à toi. À moi? Oui. À comment tu avais dû te sentir quand je t'ai laissé, quand tu t'es retrouvée seule dans ce studio minable, quand tu as dû prendre ce travail de serveuse. Il pleurait ouvertement maintenant. Et j'ai eu honte, tellement honte. Je ne savais pas quoi dire. Alors je n'ai rien dit. Il a continué. Les médecins disent que je vais m'en sortir, que je dois changer mon mode de vie. Moins de stress, plus d'exercice, mieux manger. Il a ri tristement. Mais comment tu changes ta vie quand tu n'as plus de vie? Tu recommences. Il m'a regardé. Comment? Comme j'ai fait. 1 jour à la fois. 1 heure à la fois. Je me suis penchée vers lui. Philippe, tu as fait des erreurs. Moi aussi. Notre mariage était mort bien avant que tu ne partes. Je le sais maintenant. Mais je t'ai abandonné. Oui, tu l'as fait. Et ça m'a brisé. J'ai marqué une pause. Mais cette brisure m'a aussi libérée. Elle m'a forcé à devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus vrai. Tu ne me détestes pas? Non, je ne te déteste pas. J'ai souri doucement. Je te plains. Parce que tu as perdu beaucoup. Mais tu peux encore reconstruire. Je ne sais pas comment. Commence par te pardonner. C'est le plus dur, mais c'est le plus important. Il a fermé les yeux. Je suis désolée, Madeleine. Vraiment désolée. Je sais. Je me suis levée. Je dois y aller. Tu reviendras? J'ai hésité. Je ne sais pas. Peut-être. Je comprendrais si tu ne revenais pas. J'ai fait quelques pas vers la porte, puis je me suis arrêtée. Philippe? Oui? Prends soin de toi. Vraiment. Il a hoché la tête, incapable de parler. Je suis sortie. Dans le couloir, je me suis appuyée contre le mur. Mon cœur battait fort. Mes mains tremblaient. Mais je ne pleurais pas. Parce que j'avais compris quelque chose. La justice n'est pas toujours ce qu'on imagine. Ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas la punition. Parfois, c'est juste voir l'autre réaliser ce qu'il a fait. Voir les conséquences de ses choix. Voir la douleur qu'il a causée se retourner contre lui. Philippe avait voulu la jeunesse, la passion, la vie facile, et il avait perdu la seule personne qu'il aimait vraiment, même imparfaitement. Il avait tout eu, et maintenant, il n'avait plus rien. Ce n'était pas moi qui l'avais puni, c'était la vie. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une lettre, l'écriture tremblante de Philippe. « Chère Madeleine, merci d'être venue. Je ne le méritais pas. Depuis que tu es partie, je réfléchis beaucoup. À nous, à moi, à ce que j'ai fait. Tu m'as dit de me pardonner. J'essaie, mais c'est difficile. Je voulais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit quand nous étions mariés. Tu étais une bonne épouse, une femme loyale, honnête, vraie. C'est moi qui n'étais pas à la hauteur. C'est moi qui ne savais pas voir, qui ne savais pas aimer. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de savoir que je le sais maintenant, et que si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment. Prends soin de toi, sois heureuse. Tu le mérites tellement plus que moi. Philippe. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans la boîte en bois, pas avec les photos de ma famille, mais dans un coin, comme un témoignage que même les personnes qui nous blessent peuvent, un jour, comprendre leur erreur. Ce soir-là, Julien m'a demandé « Tu vas le revoir ?» Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que ce chapitre est clos. Il a compris. J'ai pardonné. C'est suffisant. Je me suis tournée vers lui. La justice, ce n'est pas voir l'autre souffrir, c'est voir l'autre grandir, comprendre, changer, même s'il est trop tard, surtout s'il est trop tard, parce que c'est là que la leçon est la plus forte. Julien m'a serré dans ses bras. Tu es devenue sage, Mado. Non, je suis juste devenue moi-même. Quelques mois plus tard, j'ai appris que Philippe avait quitté la ville. Il était parti vivre dans le sud, près de la mer, seul. Il avait trouvé un travail modeste. Il vivait simplement. Il avait coupé les ponts avec son ancienne vie. Madame Beaumont, quand je lui ai raconté, a souri. Tu vois, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Vous croyez qu'il sera heureux? Je crois qu'il apprendra à vivre avec lui-même.
Et parfois, c'est la plus grande leçon. Elle a pris ma main. Toi, tu as appris cette leçon. C'est pour ça que tu es en paix. Je ne sais pas si je suis en paix, mais je suis légère. C'est la même chose, ma chérie. Ce soir-là, dans le jardin, j'ai regardé les étoiles. Julien était à côté de moi. Tu penses à quoi? Il a demandé. À tout. Au chemin parcouru. Aux personnes que nous étions. Aux personnes que nous sommes devenues. Tu regrettes quelque chose? J'ai réfléchi longuement. Non, même la douleur, même la chute, parce que tout ça m'a mené ici, à toi, à cette vie. J'ai levé mon poignet gauche. La tache de naissance brillait sous la lumière de la lune. Maman avait raison. Nous étions liés. Et nous nous sommes retrouvés. Julien a levé son poignet. La même tache. 2 étoiles jumelles. Oui, 2 étoiles qui se sont perdues et qui ont retrouvé leur chemin. Nous sommes restés là, dans le silence paisible de la nuit. Et j'ai compris que la justice n'était pas une vengeance éclatante. Ce n'était pas un triomphe public. C'était juste cela, la paix intérieure, la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir choisi la dignité plutôt que la colère. Philippe avait perdu tout ce qu'il cherchait, l'argent, le statut, la jeunesse, et il avait découvert, trop tard, ce qu'il avait vraiment perdu. Moi, non pas parce que j'étais exceptionnel, mais parce que j'étais vrai. Et la vérité, on ne la retrouve jamais une fois qu'on l'a perdue. Elle m'avait traité comme une ombre. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. 1 an avait passé depuis mes retrouvailles avec Julien. 1 an. 365 jours de reconstruction, de guérison, de vie nouvelle. C'était un dimanche matin. Le soleil entrait par les fenêtres de ma chambre. Les oiseaux chantaient dans le jardin. J'entendais Julien préparer le café en bas. Je me suis levée. J'ai ouvert la fenêtre. L'air sentait les roses blanches et l'herbe fraîche. J'avais 61 ans. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais vivante, vraiment vivante. Pas juste en train de survivre, pas juste en train d'exister, mais vivante, avec tout ce que cela implique. La joie, la douleur, la gratitude, la paix. Je me suis habillée. J'ai descendu les escaliers. Julien était dans la cuisine, 2 tasses de café fumant devant lui. « Bonjour, Mado. »« Bonjour. » Je me suis assise. J'ai pris la tasse. Le café était exactement comme je l'aimais. Julien avait appris tous mes petits détails. Comment je prenais mon café. Quel côté du lit je préférais. Quelle musique m'apaisait. Il m'avait réappris à être vu. « Tu as bien dormi ?» Il a demandé. « Oui. Et toi ?» Comme un bébé. Nous avons souri. Ces petits moments simples. Ces conversations ordinaires. C'était cela, le bonheur. Pas les grandes déclarations. Pas les événements extraordinaires. Juste ces instants paisibles où on se sent à sa place. J'ai réfléchi. J'ai dit. À quoi? À tout. Au chemin parcouru. À la personne que j'étais il y a 1 an. À celle que je suis maintenant. Julien a posé sa tasse. Et qu'est-ce que tu as découvert? Que la douleur peut être un cadeau. Si on sait l'écouter. Il a froncé les sourcils. Un cadeau? Oui. Parce que la douleur nous force à changer. Elle nous brise. Mais parfois, il faut être brisé pour se reconstruire mieux. J'ai regardé par la fenêtre. Si Philippe ne m'avait pas quitté, je serais encore dans cette maison, dans ce mariage mort, dans cette vie éteinte. Je n'aurais jamais travaillé au restaurant. Je ne t'aurais jamais retrouvé. Tu aurais préféré ne jamais souffrir? Bien sûr, personne ne choisit la souffrance. J'ai souri doucement. Mais maintenant que j'ai traversé la tempête, je vois ce qu'elle m'a appris. L'humilité, la compassion, la force, la gratitude. Tu es devenue philosophe, il a taquiné. Non, je suis devenue humaine, vraiment humaine. Ce dimanche-là, nous avons reçu Madame Beaumont pour le déjeuner. Julien était allé la chercher à la maison de retraite. Elle est arrivée avec un bouquet de marguerites du jardin de l'établissement. « Mes chers enfants, » elle a dit en entrant, « quelle joie de vous voir. Nous avons déjeuné dans le jardin, sous les arbres, près des rosiers blancs. » Madame Beaumont mangeait lentement. Elle nous regardait avec cette tendresse infinie des personnes âgées qui savent que le temps leur est compté. « Vous savez ce que je vois quand je vous regarde ?» Elle a dit soudain. « Non, quoi ?» J'ai demandé. « Un miracle. »« Un miracle ?» Oui, le miracle de 2 âmes qui se sont retrouvées malgré tout, malgré le temps, malgré la distance, malgré les erreurs des autres. Elle a pris nos mains. « Votre maman serait tellement fière. » J'ai senti les larmes monter. « Vous croyez ? J'en suis certaine, parce qu'elle savait. Elle a toujours su que vous étiez liés, que rien ne pourrait briser ce lien. Elle a caressé nos poignets, les taches de naissance jumelles. 2 étoiles, c'est ce qu'elle disait.
2 étoiles qui brillent ensemble, même séparées. Julien a serré ma main. Elle nous manque, il a murmuré. Je sais, mais elle est là, dans vos cœurs, dans vos souvenirs, dans cette maison remplie d'amour. Madame Beaumont a souri. La mort ne peut pas effacer l'amour, elle peut juste le transformer. Après le déjeuner, nous avons marché dans le jardin. Madame Beaumont s'appuyait sur mon bras. Ses pas étaient lents, fragiles. Madeleine, elle a dit doucement, je dois te dire quelque chose. Quoi? Les médecins disent que je n'ai plus beaucoup de temps. Quelques mois, peut-être moins. Mon cœur s'est serré. Madame Beaumont, non, ne pleure pas. C'est l'ordre des choses. J'ai 92 ans. J'ai eu une belle vie. Et surtout, j'ai eu la chance de vous revoir avant de partir. Elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé dans les yeux. Promets-moi quelque chose. Quoi? Continue à aider les autres, au centre d'accueil. Toutes ces femmes qui souffrent, qui ont perdu espoir. Je le ferai. Et raconte ton histoire. Pas pour te vanter, mais pour leur montrer qu'on peut tomber, qu'on peut tout perdre et qu'on peut se relever. Elle a touché mon visage. Ton histoire a du sens, ma chérie. Ne la garde pas pour toi, partage-la. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Et surtout, reste cette femme lumineuse que tu es devenue. Cette femme qui a transformé sa douleur en sagesse. Elle a souri. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire au monde. Madame Beaumont est morte 2 mois plus tard, paisiblement, dans son sommeil. Un sourire sur les lèvres, m'a dit l'infirmière. Nous étions une dizaine à ses funérailles. Quelques résidents de la maison de retraite, quelques voisins de son ancienne vie, Julien et moi. Le prêtre a parlé d'elle avec tendresse, de sa bonté, de sa générosité, de sa foi. Mais moi, quand j'ai pris la parole, j'ai parlé d'autre chose. Madame Beaumont m'a sauvé la vie. Pas une fois, 2 fois. Ma voix tremblait. La première fois, j'avais 7 ans. Ma mère travaillait. Mon frère avait disparu. Mon père buvait. Et Madame Beaumont ouvrait sa porte. Elle me faisait des gâteaux au chocolat. Elle m'écoutait. Elle me rassurait. J'ai respiré profondément. La deuxième fois, j'avais 60 ans. J'avais tout perdu. Mon mariage, ma maison, ma dignité. Et Madame Beaumont m'a rappelé qui j'étais. Elle m'a rappelé que la douleur ne dure pas, que la vie finit toujours par rendre justice, que l'amour est plus fort que tout. J'ai regardé son cercueil. Elle m'a appris que vieillir, ce n'est pas perdre, c'est comprendre, c'est devenir sage, c'est transmettre. Les larmes coulèrent sur mes joues. Alors aujourd'hui je lui promets. Je promets de continuer ce qu'elle a commencé, d'aider, d'écouter, de transmettre. J'ai murmuré « Merci Madame Beaumont, pour tout, pour les gâteaux, pour les mots, pour la lumière. » Ce soir-là, j'ai ouvert la boîte en bois pour la dernière fois. J'ai regardé chaque photo, chaque souvenir. Maman, papa, Julien enfant, moi enfant, Madame Beaumont, sur une photo que j'avais ajoutée récemment. Toutes ces personnes qui m'avaient construite, qui m'avaient brisée, qui m'avaient réparée. Et j'ai compris que cette boîte n'était plus un refuge. Ce n'était plus un lieu de deuil. C'était devenu un trésor, un héritage, une preuve. La preuve qu'on peut survivre, qu'on peut traverser, qu'on peut se retrouver. J'ai refermé la boîte et je l'ai laissée sur ma commode. Pas cachée, pas oubliée. Juste là, à sa place. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Je vis toujours avec Julien. Dans la maison, au rosier blanc. Dans le jardin où nous prenons le café le dimanche matin. Je travaille 4 jours par semaine au centre d'accueil. J'écoute, je sers du café. Je tiens les mains de femmes qui pleurent. Et parfois, je leur raconte mon histoire. Pas toutes, juste des morceaux. Juste ce dont elles ont besoin. Je leur dis qu'on peut avoir 60 ans et recommencer à zéro. Je leur dis qu'on peut tout perdre et tout retrouver autrement. Je leur dis que la douleur n'est pas une fin, c'est un passage. Et je vois leurs yeux s'illuminer. Je vois l'espoir revenir, doucement, timidement. Mais il revient. Il y a quelques semaines, une femme m'a dit « Vous m'avez sauvé ». J'ai souri. Non, c'est vous qui vous êtes sauvé. Moi, j'ai juste tenu la porte. Comment vous faites pour être si sereine après tout ce que vous avez vécu? J'ai réfléchi. J'ai arrêté de me battre contre la vie. J'ai accepté ce qui était. Et j'ai choisi ce que j'en ferais. C'est aussi simple que ça? Non, ce n'est pas simple, mais c'est possible. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous allez vous en sortir, je le sais, parce que vous êtes ici, parce que vous avez fait le premier pas. Et le premier pas, c'est le plus difficile. Elle a pleuré, et moi aussi, parce que dans ses larmes, je voyais les miennes. Dans sa douleur, je voyais la mienne. Et dans son courage, je voyais le mien. Ce soir, dans le jardin,
Julien m'a rejoint. À quoi tu penses? À tout. À rien. Il s'est assis près de moi. Tu sais ce que je me dis parfois? Quoi? Que si on m'avait laissé choisir, je n'aurais jamais choisi cette vie. Ces épreuves, ces séparations, ces souffrances. Il a marqué une pause. Mais maintenant que je suis de l'autre côté, je réalise que c'est cette vie qui m'a construit. Ces épreuves qui m'ont rendu fort, ces souffrances qui m'ont rendu humain. J'ai posé ma tête sur son épaule. On ne choisit pas ce qui nous arrive. On choisit juste comment on y répond. Et toi, Mado, tu as des regrets? Des regrets? Non? Des cicatrices? Oui. Mais les cicatrices, c'est juste la preuve qu'on a guéri. Nous sommes restés là, regardant les étoiles. 2 étoiles jumelles, séparées pendant 30 ans, réunies par le destin. Et je me suis dit que maman avait raison. Certains liens ne se brisent jamais. Ils s'étirent, ils se cachent, ils attendent. Mais au bon moment, ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils sont plus forts qu'avant. Si je devais donner un conseil à celles qui m'écoutent aujourd'hui, ce serait celui-ci. Ne laisse jamais la douleur te définir. Ne laisse jamais les autres décider de ta valeur. Ne laisse jamais le passé t'emprisonner. Tu as le droit de tomber. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de te sentir perdu. Mais tu as aussi le droit de te relever, de recommencer, de choisir une nouvelle vie, même à 60 ans, même à 70, même à 80. Il n'est jamais trop tard pour devenir qui on est vraiment. Il n'est jamais trop tard pour retrouver sa lumière. Et si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.